Eh ben, merci Laure d'avoir accepté mon invitation pour parler de ce faux self. Avec grand plaisir et merci à toi. Donc la première question que j'avais envie de te poser, pour toi, qu'est-ce que le faux self? Alors j'en ai un petit peu parlé dans l'épisode précédent, mais c'est toujours bien de d'avoir la définition de quelqu'un d'autre par rapport à son parcours. Alors, le faux self, moi, je le décrirais comme un masque, euh, un ou des masques, hein, parce qu'on ne porte pas toujours le même suivant les circonstances et les gens avec qui on se trouve. Mais c'est des masques, en fait, que tu vas te construire dans l'enfance. Et en fait, cette définition, je l'ai trouvée pour la première fois dans le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, où elle explique que dans l'enfance, suivant comment dire, les situations que tu as vécues avec tes parents, les situations un peu insécurisantes que tu as vécues, tu te construis autour de blessures émotionnelles. Et puis, bah, pour te protéger de revivre des situations blessantes comme tu as pu vivre avec tes parents dans l'enfance, tu vas construire en fait ces masques et les porter bah, suivant les circonstances de la vie, suivant les événements auxquels tu es confronté, quoi. Merci pour ta réponse. Et c'est vrai que moi j'ai lu le livre de Lise Bourbeau. Alors j'ai d'abord lu le deuxième avant de lire le premier. Mais j'avais pas repéré le faux self là-dedans. Donc, Ah ouais. oui, faudrait peut-être que je relise le livre. Chaque blessure est vraiment, tu sais, elle associe chaque blessure à un masque. Par exemple, la blessure de Ah ouais. rejet que je connais super bien, c'est le masque de l'évitant. La blessure d'injustice, c'est le masque du rigide. Et en fait, ouais, pour moi, chacune de ces blessures est associée à un type de faux self différent. Et suivant les blessures que tu as vécues dans ton enfance, tu vas faire une sorte de combinaison, je crois, de tout un tas de masques, quoi. Ça va te donner en fait ton faux self à toi très personnel, mais ouais, moi je le vois un petit peu à travers le prisme des 5 blessures de l'enfance. Maintenant, je repère où se trouve en fait, oui, le masque. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que dans ta vie, tu penses que ce faux self s'est manifesté, je veux dire, dans l'enfance et comment tu l'as repéré justement? Euh, alors, comment il s'est manifesté dans l'enfance? En fait, un peu comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai été valorisée beaucoup pour le côté petite fille sage, gentille, qui fait pas de vagues, tout timide, qui reste dans son coin, qui embête personne. Et du coup, j'ai fonctionné avec cette étiquette, hein, parce que c'est aussi un peu une étiquette, entre guillemets. Une bonne partie de ma vie, j'ai essayé de pas déranger les gens, pas rentrer en conflit, ce qui fait que bah, souvent, j'arrivais pas à poser mes limites, tu vois. Et donc, je refoulais une certaine colère. Et puis, j'ai eu aussi un archétype par rapport, je sais pas comment trop l'expliquer, mais tu sais, par rapport à mes choix professionnels, où tu vois, j'ai bien suivi à la ligne ce qu'on me conseillait de faire, toujours choisir des jobs en fonction des débouchés, de l'employabilité, de mes résultats scolaires, mais sans vraiment prendre en compte mes talents et mes envies profondes. Et une fois arrivée dans le monde du travail, j'ai tout ça qui est remonté à la surface. Mais ce qui m'a paru le plus criant sur le moment, c'est l'aspect choix en fonction de ce que les autres me conseillaient. Du coup, bah, sur mon blog, c'était vraiment mon point de départ. J'ai vraiment commencé à aborder le faux self sous l'angle professionnel. Parce que euh, quand j'ai fait ma crise identitaire, la crise qui m'a permis vraiment de me rendre compte que j'avais un gros faux self et que bah, littéralement, je savais plus qui j'étais, quoi, en fin 2017. En fait, j'ai fait une dépression et j'ai longtemps pensé que le point d'entrée de cette dépression, c'était l'aspect professionnel de ma vie. Et ouais, donc du coup, j'ai commencé à travailler sur ce fossile, sur l'aspect professionnel, tu vois, en allant voir quelles étaient mes valeurs, ce que j'aimais vraiment faire dans la vie, pourquoi j'avais des dons, quoi, des talents. Donc là, ça m'a permis de faire tomber une partie de mon fossile. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais une personne très créative, que malgré ma timidité, j'aime les gens, j'adore l'humain, j'adore les interactions. J'adore créer de l'intimité avec les gens, même si c'est quelque chose qui encore aujourd'hui me fait assez peur.
C'est quelque chose qui est important pour moi. Et il y avait aussi ce côté introverti que je connaissais pas de moi. J'ai toujours essayé de fonctionner comme une extravertie parce que je savais pas forcément trop mettre des mots sur mon côté introverti, ni trop le respecter. Euh, et puis donc petit à petit, j'ai travaillé sur le versant professionnel de ma vie. Ça a fait tomber pas mal de masques. Et euh, récemment, il y a peut-être 2 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, le faux self, il était aussi présent, très très présent dans ma sphère personnelle. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que ouais, je me rangeais vachement derrière le côté petit lissage et que du coup, en fait, ça m'empêchait de poser mes limites, ça m'empêchait d'avoir des relations vraiment saines avec les gens qui m'entourent parce que j'étais incapable de montrer ma colère, et du coup, en fait, les gens littéralement me bouffaient. Euh, et ça avait aussi un impact dans la sphère professionnelle puisque à chaque fois que je prenais un nouveau job, systématiquement, je tombais sur un supérieur ou un patron qui m'écrasait, m'humiliait, me respectait pas, tout simplement parce qu'en fait, j'avais pas appris à me respecter, quoi. Je sais pas si ça répond à tes questions. Tout à fait. Oui, oui, je vois très bien. Ça répond et ça fait des fois des échos avec moi. Du coup, est-ce que, moi je me posais la question justement, parce que quand on parle de faux self, est-ce que ça fait pas un petit peu référence à l'ego finalement? Est-ce que l'ego et le faux self, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que le faux self finalement c'est un des aspects de l'ego? Bah, je dirais que oui, de toute façon, le faux self, c'est comme l'ego. L'ego, il est là un peu pour te protéger et il est très relié à ta peur. Donc oui, le faux self, il se construit en fait, tu le construis en fait en fonction des peurs que tu as, hein. Une grosse blessure de rejet, par exemple, pour éviter d'être rejeté, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fuis, quoi. Tu fuis le premier, quoi. Et c'est quoi? C'est une réaction de peur, quoi. Ouais, donc, oui, pour moi, c'est corrélé. C'est totalement corrélé à l'ego. Et je crois que même dans son bouquin, alors, ça fait un moment que je l'ai lu, mais Lise Bourbeau, elle parle, il me semble, beaucoup de la notion d'ego. Et... Oui, l'ego, ce serait un peu plus la personnalité construite. Et je veux dire, le faux self, c'est un des aspects, on va dire, de cet ego. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Parce qu'en fait, l'ego, souvent, on pense que c'est une entité, enfin, une personnalité. Mais en fait, il y a plusieurs, euh, c'est comme si tu avais toute une pièce de théâtre dans ta tête, en fait, puisqu'il y a différentes blessures euh, qui ont été provoquées à différents âges de ta vie. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a une blessure, il y a un masque et il y a un petit personnage qui est là, qui protège euh, et qui est là, qui vient défendre. Et donc, du coup, à force, dans notre tête, on a plusieurs personnages qui créent parfois des conflits intérieurs entre les personnages. Ah non, non, mais je comprends bien ce que tu veux dire, j'aime bien la métaphore. Et puis, ouais, c'est ça, en fait. Souvent, hein, je sens que je suis pas toute seule, hein. C'est ça, Des en fois, fait, on t'as dit, plusieurs aspects. T'as l'impression que c'est pas les mêmes aspects, qu'il y en a un qui veut plus ça, que l'autre il veut plus ça, et que c'est pas une seule entité en fait. C'est ça que je voulais dire. ouais, et puis, ouais, je crois, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Des fois, en plus, t'es dans des espèces de conflits de valeurs parce qu'il y a une part de toi qui se respecte profondément et tu sais qu'il y a une éthique hyper forte. Et puis, il y a une part de toi qui a peur de respecter cette éthique parce qu'elle dit oui, mais tu te rends compte, là, si tu poses tes limites, que tu te respectes, que tu respectes tes valeurs, ça veut dire que peut-être tu vas perdre ce contrat ou tu vas perdre ce client ou, ou on va pas te donner ce job et puis tu vas te retrouver en insécurité. Donc ouais, c'est toujours une question de dealer avec différentes parts de soi, quoi. Et du coup, est-ce que toi tu dirais que tout le monde porte un faux self? Parce que moi, alors c'est peut-être le terme faux self qui m'a fait dire que c'était plus les hypersensibles et les personnes différentes. Mais est-ce que toi tu penses que tout le monde porte un faux self? Je pense que il y a des situations où en quelque sorte t'es obligé d'en porter un. Tu vois, parce qu'il y a des situations où si tu n'en portes pas, ça va mener à un conflit, ça va être une grosse perte d'énergie, une grosse perte de temps pour tout le monde. Et limite, des fois, ça en vaut pas la peine. Enfin, vaut mieux en rester avec ton faux self et puis garder ta vraie personnalité pour des gens qui sont capables de la respecter et de l'honorer. Euh, Tu vois, par exemple, quand t'es dans des
dans des relations avec des personnes qui ont une certaine immaturité émotionnelle, qui sont beaucoup dans le triangle de Cartman, tout ça, euh, et qui sont pas encore prêtes à évoluer, hein, parce que peut-être qu'un jour elles évolueront, et tant mieux, mais pour le moment, tu le sens en plus intérieurement que c'est des personnes qui forcément sont pas forcément prêtes à ça, à entendre en fait ce que tu as à dire. Mais il vaut peut-être mieux garder ton faux self et garder ton énergie, tu vois ce que je veux te dire. Euh, et donc, oui, je pense qu'on est tous forcément amenés à un moment ou à un autre à en porter un. Euh, Après, il est plus ou moins épais, plus ou moins lourd. Euh, mais, mais oui, je pense que oui, on a tous un faux self. Et est-ce que tu discernes, par exemple, une différence avec les personnes un peu différentes, atypiques, hypersensibles par rapport justement aux personnes normales, on va dire, entre guillemets? Par rapport à ce faux self, Oui, en fait, comme les personnes, comme tu dis, neuroatypiques, ce que je peux constater, moi, parmi les personnes que j'accompagne, hein, je pense pas, je veux pas une généralité parce que il y a des cas où je sais que c'est pas le cas. Mais généralement, les personnes neuroatypiques, elles ont une grande empathie et elles ressentent ce qui se passe chez l'autre. Et je pense qu'elles sont aussi conscientes que l'autre n'est pas forcément prêt à regarder en face ce qu'il ressent intérieurement. Et du coup, elles s'autorisent pas à lui dire, peut-être c'est tout à leur, enfin ça peut être parfois tout à leur honneur, hein. Et du coup, elles se construisent comme ça un faux self où elles s'empêchent, euh, elles s'empêchent de dire les choses, elles s'empêchent aussi de partager leurs ressentis pour pas froisser parce elles savent très bien que l'autre en face n'est peut-être pas forcément en mesure de recevoir ce qu'elles ont à partager. Ouais, il y a vraiment cette notion d'empathie qui, je pense, est reliée au faux self. Il y a ça, et puis il y a aussi ce sentiment de décalage. Tu oui. sais, quand tu t'es toujours senti complètement décalé, au bout d'un moment, c'est humain de vouloir être accepté, on est des animaux sociaux. Trop de rejet serait très destructeur pour nous. Et donc, au bout d'un moment, on a aussi envie de vivre des aventures avec d'autres humains, quoi. Et donc, on se dit, bah, tiens, si j'ai vraiment envie de vivre des aventures avec d'autres humains, alors peut-être que je traficote un peu ce que je suis, de temps à autre, histoire d'avoir mon quota social, quoi. Oui, donc l'hypersensibilité peut jouer là-dedans parce que vu on ressent plus les choses, ça va être difficile pour un hypersensible de porter son max. Du coup, ça me ramène à la question, à la prochaine question. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes se rendent compte qu'elles ont un faux self et que d'autres pas? Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes, voilà, décident après de vouloir changer les choses justement par rapport à ça? Bah parce que le masque, comme on disait tout à l'heure, tu vois, il devient tellement omniprésent que t'en perds l'essence de qui tu es. Tu sais même plus qui tu es. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Toi, d'après ce que j'ai compris, c'est ce que tu as vécu. Et ouais, il y a eu un moment dans ma vie, tu vois, je suis allée voir une thérapeute. Et je me souviens en fait l'avoir regardée et c'est sorti comme ça. En fait, je lui ai dit, mais je sais plus qui je suis, quoi. Et j'avais l'impression que tout mon monde s'écroulait, que je savais plus où j'avais envie d'aller, je savais plus ce que j'aimais. Euh, je savais plus ce que je savais faire, je savais plus ce pourquoi ouais, en fait, en fait, c'était parti d'un profond besoin de sens. En fait, je me rendais compte que dans mon travail, tu vois, ça ne faisait pas sens pour moi. Euh, et à partir de ce moment-là, petit à petit, ça m'a amené à sentir que intérieurement, déjà, je me sentais vide parce que je nourrissais plus du tout la plupart des parts de moi. Et puis, en fait, je savais plus qui elles étaient. Elles avaient tellement dormi enfin, elles s'étaient tellement endormies que je les entendais plus. Ouais, je comprends tout à fait parce que c'est ce que j'ai vécu il y a pas si longtemps. Donc, Et limite, tu vois, en plus, c'est comme c'était associé à une dépression, tu vois, je pense que j'avais l'impression de crever intérieurement. C'était horrible. Et je pense qu'on est beaucoup à passer par des phases comme ça quand on est hypersensible parce qu'on a un profond besoin d'authenticité.
Et donc, en fait, forcément, un jour ou l'autre, ça se rappelle à nous. Et je pense que, tu vois, l'hypersensibilité, c'est une vraie chance par rapport à ça, parce que, comme on disait tout à l'heure, tu vois, il y a tout un tas de gens qui vivent dans le déni de leur faux self toute leur vie. Et quand tu es hypersensible, il y a forcément un moment où ça se rappelle à toi. Et, et quand c'est pas mental, tu vois, c'est corporel, c'est physique, tu vois. Moi, ça venait de mes tripes, tu vois. Il y avait ma petite voix intérieure qui me criait, mais tu vas crever si tu continues, quoi. Oui, donc le fait que certaines personnes ne perçoivent pas ce faux self, c'est peut-être parce que, je dirais, elles ont peut-être pas cette sensibilité ou ce ressenti-là et qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont dedans, en fait. Ouais, puis il y a des gens qui pensent tellement que la sensibilité, tu vois, c'est une limite, une honte d'être sensible, ils s'en déconnectent. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui pensent que la vulnérabilité, la sensibilité, tout ça, c'est être un gros fragile, au sens péjoratif du terme, parce qu'être fragile, c'est pas du tout une honte, on est tous fragiles. Mais ouais, ils se coupent totalement de cette part-là d'eux. Euh, Après, je pense aussi il y a des gens qui ont une sensibilité plus ou moins développée, hein, mais on est tous sensibles. Donc, je pense qu'on a Mhm. tous cette capacité, un jour ou l'autre, si on arrive à se relier à cette sensibilité, à se reconnecter à ce besoin d'authenticité de vrai, quoi. Et toi, justement, comme ben, tu as coaché pas mal de personnes et que tu as discerné ce faux self chez tes coachés, euh, quelles sont les difficultés justement que va rencontrer une personne qui a un faux self et qui vont peut-être un peu la mettre sur la piste de il y a quelque chose qui fonctionne pas là. C'est une bonne question, ça. Alors, c'est souvent une question professionnelle, tu vois, comme moi, ça a pu l'être. Euh, c'est venu d'un ressenti sur le plan professionnel. Et les gens qui me contactent, c'est souvent pour soit des projets de reconversion, soit des lancements d'activités indépendantes. Et en fait, le questionnement, il est un peu similaire à celui que j'ai pu avoir. Je trouve plus de sens dans la vie, où j'ai plein d'idées de métiers pour me reconvertir, mais je sais pas forcément trop vers lequel m'orienter. Et tu vois, il y a beaucoup de mental qui rentre en compte. On s'autorise pas à faire des choix vraiment en fonction de qui on est, mais on part plutôt de l'extérieur, etc. Je me rappelle plus foncièrement quelle était ta question, mais je crois que j'ai un peu répondu. Quelles étaient les difficultés que va rencontrer une personne qui a un faux self et qu'est-ce qui va lui faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va pas? Après, il y a aussi des gens qui vont vivre des schémas relationnels toxiques et qui vont comprendre en fait que ce qui se joue, tu vois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est souvent une question de limite, hein. On n'arrive pas à poser ses limites, donc du coup on tombe sur des gens qui ne nous respectent pas et qui sont là pour nous montrer qu'en fait, bah, c'est parce qu'intérieurement on ne se respecte pas. Et ouais, pour certaines personnes, c'est le fait d'avoir vécu X relations toxiques, soit d'un point de vue sentimental, soit au travail. Voilà, ça peut être une porte d'entrée aussi, ça, les relations. C'est vraiment finalement un mal-être dans ces relations, mais aussi au travail. Et puis au travail, il y a les relations aussi. Et puis peut-être par rapport à soi, où on sent que on n'arrive pas à être pleinement libre. On sent vraiment un manque de liberté, comme si on était enfermé en fait. C'est marrant parce que tu vois, je pense que toutes les personnes que j'ai accompagnées, et moi y compris, en fait, on a toutes une grande valeur liberté. Et je pense que ça aussi, tu vois, c'est une chance d'être hypersensible parce que comme on a une forte éthique, euh, comme tu dis, en fait, on va sentir à un moment ou à un autre qu'on s'enferme nous-mêmes et qu'on se détache de cette valeur qui est si importante pour nous. Alors, je regarde dans mes questions. Euh, Comment on s'en sort dans ce faux self-là? C'est un travail d'orfèvre, je dirais. Ouais.
Il y a des moments où je crois que tu vas avoir des grosses prises de conscience, tu vas lâcher tout un tas de conditionnements d'un coup. En fait, tu as une sorte de perspective qui va t'apparaître. Et du coup, tu vas voir en fait tout ce que tu as besoin de lâcher, hein. Tu vas réussir à lâcher enfin, une grosse partie. Et puis, mais en fait, ouais, c'est jamais suffisant parce qu'il y aura forcément des parts que tu n'auras pas vues, que tu n'auras pas forcément explorées, et que tu vas avoir besoin, enfin, tu vas avoir besoin d'être confronté à une nouvelle situation pour te rendre compte qu'en fait, il y a encore des parts de toi que tu n'arrives pas à révéler au monde. Euh, ouais, je me demande limite, tu vois, c'est pas le travail de toute une vie. Et puis, comme je te disais, des fois, en fait, ce faux self, il est bénéfique quand il préserve ton énergie. Il te protège aussi de certaines personnes, certaines personnalités, enfin, pas de certaines personnes, mais certains comportements, parce que je n'aime pas inclure la personne dans sa globalité, puisque c'est surtout certains comportements toxiques. Donc en fait, il est pas à bannir complètement, mais je pense qu'il est à porter en conscience, en fait. C'est important de se rendre compte que là, oui, tu portes un faux self et que t'as pas à t'en vouloir parce que c'est peut-être dans une dimension protéger en fait quelque chose de beau à l'intérieur de toi. Des fois où tu le portes juste parce que t'es déconnecté d'une forme d'amour, enfin je dirais ça comme ça. Euh, ouais, c'est aussi un chemin de conscience de se rendre compte. Est-ce que là je suis pas pleinement moi-même pour me protéger et parce que c'est un choix que je fais, ou est-ce que c'est une réaction en fait. Et je me demandais, je me dis, qu'est-ce qui fait que, donc moi, en fait, c'est venu justement me toucher d'un côté professionnel ou dans ma communication, ben, on ne sent pas vraiment qui je suis, donc ça, c'est peut-être en rapport avec le faux self, mais qu'est-ce qui fait que chez d'autres personnes, par exemple, elles vont communiquer et elles portent quand même un faux self, mais on va sentir finalement euh, leur unicité derrière. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux modes de fonctionnement-là? Bah déjà parce que ouais, peut-être elles sont peut-être passées à l'étape supérieure où elles ont réussi quand même à déconstruire une grosse partie du faux self. Euh, je dirais que c'est ça, mais après, comme on dit, chacun son rythme. Euh, mais je pense que tu vois, moi, le fait de tenir un blog, d'avoir une chaîne YouTube, ça m'a pas mal aidé dans mon processus de déconstruction du faux self. Parce que écrire, ça a toujours été quelque chose de libérateur pour moi. Et du coup, sur mon blog, tu vois, j'ai pu pas mal raconter mon histoire. Il y a eu des fois où, comme toi, je pense, j'ai porté un faux self parce que j'arrivais pas à me connecter à certaines parts de moi. Moi, globalement, ça m'a permis de lâcher des choses que j'arrivais peut-être pas forcément à verbaliser aux gens. Et puis le fait d'avoir un écho positif, en fait, sur ces choses. De savoir qu'il y a des gens, tu vois, qui viennent me voir pour me dire, en fait, t'as mis des mots sur des choses que je ressentais et que j'arrivais pas forcément à bien cerner, ou à expliquer, ou à livrer aux autres, etc. Ça, c'est hyper gratifiant et puis ça t'encourage en fait à continuer ce travail que tu fais sur toi parce que tu te rends compte que au-delà du travail que tu fais sur toi, euh, c'est bénéfique pour les autres, quoi. Une manière de contribuer aussi au monde, de t'autoriser à être pleinement toi-même parce que t'autorises aussi les autres à se reconnecter à des parts, euh, à des parts d'eux-mêmes qui n'osent pas montrer parce qu'ils soit ils en ont honte, soit ils en ont peur, soit ouais, voilà, soit ils culpabilisent. C'est ça, donc le fait finalement de se reconnaître un canal qui est naturel chez soi, comme pour toi l'écriture, bah, ça te permet finalement de te libérer à travers ça et de te déposer et de déposer ce qui est là plutôt que ce qui est dans ton mental. Après, il faut trouver le bon canal parce que, tu vois, moi, j'ai commencé par l'écriture. J'ai mis quand même du temps avant de réussir à aborder des sujets profonds, hein. Au début, mon blog, c'était un blog mode. Je restais vraiment dans l'archétype de la fille qui est valorisée parce qu'elle aime bien les belles choses, enfin, qui est valorisée plus pour son apparence que pour autre chose.
Et puis, qu'après ma dépression, vraiment, que j'ai réussi à commencer à parler de sujets un peu plus profonds, à me livrer davantage. Et puis après, il y a eu des phases où le faux self est un peu revenu, et puis il est reparti, et puis il est revenu. Enfin, c'était vraiment intermittent, hein. Euh, mais je pense que ouais, il faut vraiment trouver déjà le bon canal. Et puis, alors moi, pour moi, l'écriture, c'est toujours plus simple que la vidéo. Parce que forcément, quand commences à te filmer, euh, ça fait rentrer d'autres peurs en jeu, etc. Ouais, il y a peut-être des gens pour qui ce serait l'inverse, pour qui la vidéo serait plus simple. Vraiment trouver le canal, en fait. Et puis, il y a des gens aussi, tu vois, c'est par l'expression artistique à travers du dessin, du collage, de la peinture, qui vont vraiment réussir à connecter à des parts d'eux-mêmes enfin, desquelles ils étaient déconnectés. Ce que je retiens, c'est que ça demande, même quand on a trouvé son canal, ça demande quand même du temps. Parce que toi, t'as commencé par un blog mode, moi j'ai commencé par des chroniques littéraires où je faisais pas vraiment ce que je voulais. Enfin, j'aimais lire, mais je veux dire, même dans mon écriture, c'est je faisais plutôt pour copier sur les autres parce que ça se faisait à ce moment-là. Donc là, on se déconnecte encore de soi finalement. C'est vraiment un cheminement. Ouais, et puis j'ajouterais aussi, tu vois, que pour pas mal de coachs, de thérapeutes qui commencent à communiquer sur Internet, je pense que c'est pas une période simple parce que le marché, il est vraiment en plein boom. Euh, et puis, tu vois, il y a beaucoup cet étalage de chiffre d'affaires de la part des coachs un peu successful, etc. Et toi, tu peux vite te sentir complexé par rapport à ça et te dire qu'en fait, t'es pas suffisant comme tu es. Et donc, te remettre à bâtir un faux self. Et moi, ça me l'a fait, en fait, avec la construction de mon entreprise. Je voyais, en fait, que j'étais en train de rebâtir un faux self. Je me dis, mais ouais, enfin, là, je suis arrivée à la fin de l'année. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, là, alors? T'as lâché plein de trucs et là, tu recommences. Il va falloir, voilà. Maintenant, stop. Maintenant qu'on a mis le doigt dessus, on s'arrête tout de suite et on accepte d'être différente et de faire les choses différemment parce que c'est vrai qu'en plus, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens qui font les mêmes trucs et c'était devenu oppressant pour moi, mais je l'écoutais pas, quoi, ça. Du coup, puisqu'on parle de faux self, est-ce que finalement ce serait pas ça le self, c'est de revenir à sa différence, à son authenticité finalement. Et là aussi, c'est un cheminement. J'en parle dans le dernier épisode de blog. C'est encore un cheminement. Oui, mais en plus, oui, puis d'autres, plus t'as comment on dit, d'aspects atypiques, plus c'est compliqué parce que tu te sens tellement différent et tu sens que ce que tu as envie d'apporter, c'est tellement différent de ce que tu peux voir que ça, c'est effrayant, quoi. Voilà, c'est effrayant de faire les choses à sa manière. Pourtant, en fait, ça apporte, je pense, tellement plus. Je, je me rends compte avec les formations de Laura, tu vois, pour en avoir suivi pas mal, et pour avoir suivi d'autres formations beaucoup plus conventionnelles, je me rends compte à quel point quand tu t'autorises à faire les choses comme toi, tu as vraiment envie de les faire et tout, à quel point c'est tellement plus puissant, quoi. Hmm. Oui, parce que justement, en fait, finalement, quand on est complètement dans le faux self, on cache aussi ses parts de dons, je veux dire, son unicité, son authenticité, et aussi ses dons, en fait. On a nos dons, mais on les montre pas encore totalement. On n'est pas encore dans sa Ouais, puissance par rapport à il y a ça. un truc qui m'est apparu flagrant il y a quelques jours, c'est que il y a certains de mes dons, limite, dont j'avais l'impression que c'était des défauts chez moi. Moi, je les avais rangés dans ma part d'ombre, parce que j'avais l'impression que c'était des défauts, en fait. Parle de ce côté un peu atypique et tout, vouloir faire les choses différemment, je pensais que je m'étais vraiment conditionnée en me disant que c'est pas correct, de faire les choses à ma façon, quoi. Oui, parce qu'il y a une croyance derrière, comme je te disais tout à l'heure, qui est que vu qu'on a été rejeté pour qui on est, ça veut dire, en tout cas, notre identité derrière, c'est qui je suis égale danger. Bah, du coup, on va toujours revenir à cette identité de base là. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on se dit qui on n'est pas, là, c'est rassurant, c'est confortable, c'est ça qu'il faut faire, mais qui tu es, non, c'est pas possible. C'est ça.
Mais ça bouffe tellement d'énergie, en fait, ce faux self. J'ai été très longtemps très très fatiguée tout le temps. En fait, j'allais voir mon médecin, je lui disais, mais je comprends pas, en fait, pourquoi je suis si fatiguée. Mais parce que je passais mon temps à me suradapter. C'est ça. C'est énergivore en fait. Et du coup, toi, est-ce que tu perçois finalement quand t'es dans ton masque ou quand tu ne l'es pas? Ouais. Ouais, ouais, mais même, ouais, enfin, ça arrive encore assez souvent que je sois derrière mon masque, que je m'autorise pas à dire des trucs et tout. Mais comme tu dis, en fait, j'arrive à le percevoir. À partir du moment où tu arrives à le percevoir, que tu es capable, comment dire, d'enrayer ce faux self. Après, ça nécessite de poser des petites actions quotidiennes et d'être patient. Mais ouais, c'est un chemin de conscience, quoi. Ouais, donc c'est ce qui fait que tu arrives à switcher en fait. Euh, du côté, alors non, là ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et comment est-ce que tu fais pour switcher? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu fais pour, est-ce que tu te remets, enfin, je veux dire, est-ce que tu, je sais pas, moi, tu vas changer d'environnement, tu vas, je sais pas, faire de la méditation, enfin, bref, concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? Alors souvent, sur le moment, j'ai du mal enfin, j'arrive pas à faire le switch instantanément. Mais par contre, je mène une réflexion une fois, tu vois, que enfin, j'ai pu m'isoler, etc. Je commence à mener une réflexion et à me dire, bon, ok, la prochaine fois que ce genre de situation se reproduit, qu'est-ce que je peux mettre en place qui est dans mes cordes euh, pour faire sauter ce faux self et être plus authentique. Je procède comme ça. Il y a aussi un autre truc qui m'aide beaucoup à avoir des switches. Je me rends compte, c'est la musique. La musique, en fait, ouais, il y a certaines chansons, certains groupes qui m'aident à reconnecter à des parts de moi, à m'autoriser à être plus moi-même. Quand tu sais, je me mets en vinyle ou je me mets Spotify sur mon téléphone avec mon casque, etc. Et ça m'aide à me reconnecter à moi. Alors après, comme je t'ai dit, c'est pas un switch dans l'instant non plus, mais c'est une manière que j'ai de venir me réparer une fois que j'ai enlevé le faux self, quoi. Oui, donc on pourrait dire que finalement, je vais dire, une des premières pistes, ce serait plutôt déjà de commencer à s'observer, à Ouais. savoir qui on est quand on est dans le faux self et qui on est quand on est vraiment nous, Mm. quelle est la différence qu'on fait, et puis après vraiment trouver des petites astuces au quotidien, pardon, comme bah, toi la musique. Moi, j'ai remarqué hier que je suis vraiment sortie comme ça de cette énergie où j'étais vraiment pas bien dans mon mental, en train de me faire des scénarios pas top. Et d'un coup, je suis vraiment sortie comme ça. Et ce qui m'a ramené, c'est vraiment le sens de l'humour, en fait. Finalement, chacun trouvera son petit truc à lui, mais je trouve que ça, c'est Ouais, pas c'est mal. Quoi. un moyen de remettre de la légèreté, en fait, Ouais. parce que c'est vrai que, comme tu dis, des fois, quand on part dans notre mental, on a tendance à aggraver les choses, etc. Puis on prend du recul, et comme tu dis, on va chercher des solutions un peu farfelues, etc., on se rend compte que, en fait, c'est pas si grave, c'est juste qu'on a créé une importance. Ouais, l'humour, bah, j'ai vraiment remarqué hier, je me suis dit, mais t'as perdu ton humour, donc, et c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi, enfin, qui a toujours été là. Et des fois, je me rends pas compte que c'est vraiment une ressource importante chez moi. Et c'est très, très puissant, hein, quand on se fait un scénario catastrophe, du style, je vais finir à la rue. Et après, tu trouves plein de solutions. Je me suis dit, bah oui, mais si tu te retrouves à la rue, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, limite, tu iras prendre tous les sans-abri, vous allez faire un truc de méditation comme ça, comme ça, tout le monde va se reconnecter à, je sais pas, à son soi supérieur et tout le monde va être calme, ou alors tu vas faire chanter les gens dans la rue, enfin, toutes des solutions, mais les plus fun, et je peux te dire que ça dédramatise un bon coup. Même en train d'imaginer la scène et te dire, mais ça paraît fou en fait. Mais oui, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que, tu vois, cette notion de faux self, bah, c'est comme je te disais tout à l'heure par rapport à cette impression de crever de l'intérieur, c'est parce que tu te déconnectes de ta joie, quoi. Quand t'es dans ton faux self, t'arrives plus à être dans ta joie parce que la joie, en fait, elle est reliée à qui t'es profondément. Mais C'est avec ça, ça.
que t'as besoin de nourrir et pour lesquels tu as besoin de lâcher ce faux self. C'est ça, donc c'est vraiment une manière aussi de repérer quand on est dans ce masque et quand on n'est pas dans la joie justement et que c'est très énergivore et qu'on a l'impression de euh, limite d'être sa propre entité qui se dévore soi-même quoi. C'est un petit peu Oui, et je crois que, ouais, parce que, tu vois, enfin, moi j'ai un côté, des fois je peux être très faux-folle, très spontanée, très farfelue. Et comme tu dis, en fait, quand j'étais petite, j'ai vite senti que les gens, ils me prenaient pour une timbrée. Et c'est dommage parce que je pense que cette part-là de moi, je peux l'exploiter dans des choses très artistiques, comme de la danse, ce genre de trucs. Et si je m'autorise pas à la déployer, bah, je me déconnecte, comme on dit, de cette joie, de cette légèreté. c'est ça. Mais écoute, pour terminer cette interview, dialogue assez inspirant, enfin moi j'aime bien. Qu'est-ce que tu conseilles, enfin voilà, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vient de se rendre compte qu'il a un faux self et que limite il est désespéré parce qu'il se dit mais non, comment je vais m'en sortir, comment je vais faire dans ma vie. Euh, Non, moi, vraiment, le truc qui m'a aidé, c'est le livre de Lise Bourbeau. Ça a été une libération, en fait, de lire son livre et de me rendre compte bah, quelles étaient mes blessures, pourquoi je les avais, pourquoi je les portais, enfin, pourquoi je les porte encore d'ailleurs, puisque c'est comme la guérison au chemin de toute une vie. Ouais, je pense que ça, ce livre, il est vraiment libérateur et bien écrit en plus. Il est assez, je trouve, assez ludique dans un sens. Donc, ouais, ça serait vraiment la première ressource que je conseillerais. Ensuite, il y a autre chose aussi, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est la méditation. Mais ça, je pense que ça ne sert plus à rien de la conseiller maintenant, puisque tout le monde en parle. On en voit partout. Mais ouais, la méditation, tout ce qui est technique de retour au corps aussi, hein, la danse, tout ça, qu'est-ce que ça permet de lâcher, revenir trouver des moyens de revenir à son corps, que ce soit par de la danse, que ce soit par de la peinture, des pastels, tu sais, les pastels, enfin, le moyen là, il y a des petits crayons là. Moi, c'est un truc qui est hyper sensitif et qui me fait beaucoup de bien aussi. C'est un bon moyen de revenir à soi, de se reconnecter en fait à soi. Euh, et puis aussi, ah si, il y a un truc hyper important, on n'a peut-être pas énormément parlé là, les relations. Quand on se rend compte qu'on porte un faux self, c'est peut-être aussi que d'un point de vue relationnel, on n'est peut-être pas super bien entouré. Et qu'on a besoin de nouer contact avec des personnes plus saines dans leur comportement, toujours. Des personnes qui ont réussi à trouver la paix en elles et qui sont pas dans le jugement, qui vont être beaucoup dans la bienveillance, le respect, l'écoute. Parce qu'il y a un vrai enjeu de communication, en fait, hein, quand on porte un faux self. Hein. C'est tout simplement qu'on n'arrive plus à communiquer nos vérités. Et pour pouvoir réapprendre à le faire dans un cadre, on va dire, serein, je dirais que ouais, trouver un entourage, des personnes stables, sereines, bienveillantes. Ben, merci en tout cas pour tous ces conseils que je valide. J'ai lu le livre de Lise Bourbeau, la méditation, c'est ce que je repratique actuellement. Et plus spécifiquement, si je pouvais conseiller une méditation, c'est vraiment la méditation qui s'appelle la méditation Heartfulness, qui est la reconnexion au cœur. C'est pas encore répandu, mais c'est hyper chouette parce que le cœur, c'est revenir au centre en fait. Et c'est revenir à son vrai soi, puisque c'est là que on a cette connexion avec notre vrai nous. Donc merci pour cet entretien, merci pour ton temps, tout ce que tu nous as fourni. Je mettrai les liens en tout cas, de ton article de blog qui m'en a parlé à ce niveau-là, de ta vidéo YouTube et des autres ressources dont tu parles un petit peu d'hypersensibilité, post-self, etc. Et comme ça, les personnes pourront te retrouver facilement. Merci à toi, c'était fort agréable.